Un courant d'idées très conservatrices a marqué tout le 19e siècle religieux au Québec. Ce courant, c'est l'ultramontanisme. Un livre vient de paraître sur le sujet chez Boréal Express, Les ultramontains canadiens-français. Il en retrace les origines, identifie ses partisans les plus ardents et mesure l'influence qu'il a exercée sur la religion au Québec. Joanne Ménard a rencontré le directeur du projet de ce livre dans nos studios de Québec. Professeur Voisine, pourquoi un livre sur les ultramontains? C'est un livre en hommage au professeur Philippe Sylvain, qui a enseigné assez longtemps à l'Université Laval, qui a été un des premiers à vraiment étudier les ultramontains canadiens. Qui sont les ultramontains? Bon. Pour comprendre un peu ce qu'ils sont, je pense qu'il faut se situer en France. En France, vous avez ceux qui sont partisans d'une église française gallicane, et vous avez ceux qui regardent au-delà des montagnes, ultramontains, au-delà de la montagne, donc vers l'Italie, vers Rome. Les partisans, par conséquent, de la papauté. Et alors, un ultramontain, pour aller très, très rapidement, c'est quelqu'un qui a une véritable dévotion pour le pape et qui, en plus de ça, veut véritablement, disons, je me situe au Québec, régénérer la société par un mouvement religieux et assurer une participation plus forte de l'Église dans la gouverne du Québec, de la province, ou du Canada, c'est pour l'ensemble aussi. Est-ce que vous diriez donc que cette société-là, on la souhaite dominée par l'Église? Ceux qu'on appelle les extrémistes, oui, vont vouloir une domination la plus forte possible, mais on veut surtout vraiment, disons, une participation. On veut que le Québec soit un pays catholique, une chrétienté, c'est-à-dire un pays vraiment où les lois sont catholiques, où l'école est catholique, confessionnelle, et où, évidemment, disons, l'Église a, je ne dirais pas un contrôle entier, certains le recherchent, le prétendent, mais a une influence très forte, très, très forte. Mais est-ce qu'à cette période-là d'histoire, on parle au 19e siècle, on craignait vraiment pour la survie de l'Église? Non, pas pour la survie, mais on craignait le libéralisme. On se situe quand même dans les années tournant 1820-1830. Il y a eu la Révolution française, les idées modernes, les idées libérales et révolutionnaires. Ici, on a eu quand même un courant libéral assez fort pensé aux patriotes. Mais après 1840, évidemment, que de plus en plus l'Église, d'abord réveillée par les ultramontains, reprend de la force. Elle peut combattre le projet libéral, qui est plus laïque. Et à ce moment, elle prend le dessus. Et au moment où les ultramontains, eux, lancent leur grande croisade, le danger libéral est passé. C'est pourquoi, de temps en temps, ils vont combattre ce qu'on peut appeler des fantômes ou des libéraux inexistants, qu'ils soient catholiques ou autres. Mais il reste quand même que le passage d'une société laïque à une société très catholique, très conservatrice en tout, se fait des années 1840-50. Et qui sont les espèces de promoteurs de ce... Monsieur Lartigue, premier réveil de Montréal, 1820-1840. Son successeur à Montréal, Monseigneur Ignace Bourget, 1840-1876. Vous avez Monsieur Laflèche de Trois-Rivières, 71 à 98. Des laïcs, il y en a beaucoup, des journalistes. Vous avez Thomas Chapin, un historien de la fin de la période. Vous avez Jules-Paul Tardivelle, le journal La Vérité de 1880-1905. Vous avez également dans le clergé ordinaire, Alexis Pelletier, dont il est question dans le volume, etc. Est-ce que l'ultramontanisme, c'était un mouvement qui n'était que le propre, dirait-on, de l'élite canadienne-française? Non, c'est un mouvement international. Il y a une véritable internationale ultramontaine. Et les ultramontains d'ici sont très, très au courant et ils vont correspondre avec ceux de France, d'Italie, d'Espagne, de Belgique. Alors, et de Rome, à plus forte raison aussi. Alors, il y a un véritable échange d'idées et les idées d'ici sont très souvent prises, d'ailleurs, chez les ultramontains français. Louis Veillot, le grand journaliste, et les autres. Et justement, est-ce que ça avait des répercussions dans la vie quotidienne de tous les gens? Oui, au niveau de la religion populaire, de la religion vécue par les gens. En 1840, quand s'installe l'ultramontanisme, quand il commence vraiment, c'est un réveil religieux que vont pousser les ultramontains. Vous voulez régénérer, si vous voulez, le catholicisme d'ici par de nouvelles dévotions,
par une influence plus forte du clergé, devient plus nombreux et mieux formé. Alors, il y a une renaissance du catholicisme à cause de l'ultramontanisme. Une nouvelle morale, même, si vous voulez, moins sévère que celle qu'on avait auparavant. Alors, c'est un mouvement qui veut se rapprocher du peuple. Et évidemment, il y a l'autre aspect plus politique, là, qui est peut-être le moins beau, le moins intéressant. Mais je pense que comme mouvement politique, comme mouvement religieux, ce mouvement ultramontain a beaucoup d'influence et beaucoup d'effets. Et, si vous voulez, notre catholicisme du 20e se nourrit encore de celui inauguré par les ultramontains du 19e. Vous voulez dire qu'en termes d'héritage, on ne pourrait pas passer à côté de l'histoire religieuse sans faire référence à ce mouvement-là? Ça serait une erreur parce qu'on sait vraiment les racines du catholicisme du 20e. Évidemment, remaniés un peu, sont là dans ce... Parce qu'auparavant, jusqu'en 1840, l'Église était assez affaiblie ici. Il y a ce réveil de 1840, il y a cette coloration spéciale, point de vue religion populaire ou autre, et c'est de là que commence ce siècle, finalement, d'Église ultramontaine ici au Québec. En terminant, M. Voisine, à qui s'adresse ce livre-là sur les ultramontains? À tous ceux qui sont intéressés par le phénomène religieux, beaucoup aux étudiants, je crois, parce que disons, on entend beaucoup parler des ultramontains, on les caricature facilement. Alors, je pense que ça peut mettre... C'est une synthèse qu'aurait voulu faire M. Sylvain, qu'il n'a pas pu faire. Alors, c'est une synthèse sur nos connaissances actuelles, et ça s'adresse au public, mais aux étudiants particulièrement. M. Voisine, je vous remercie beaucoup. Merci.